Est-ce que vous avez entendu parler de la plus grosse attaque de pirates de ces 100 dernières années? Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de fruit du démon, pas de monstre marin dans cette histoire. Là on est plus en mode CIA, hélicoptère russe et prise d'otages en haute mer. On est en 2009, dans la zone d'Ale, paradis des pirates de la Corne de l'Afrique. Un homme apporte à son clan une information clé. Un cargo ukrainien va passer près des côtes somaliennes. Ce qu'il transporte, tout simplement des tanks et des cargaisons entières d'armes lourdes. Pour aller où? Ça on le sait pas. Mais en vrai les pirates s'en foutent. Des chars d'assaut sur la mer, on n'en voit pas tous les jours. Là, on est sur du matériel hautement stratégique, il y a donc un coup à tenter. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, la piraterie se développe. Le Yémen est en guerre, et en Éthiopie et Somalie, c'est le chaos. Leurs côtes ne sont plus protégées, et les bateaux pêcheurs du monde entier viennent se gaver des poissons éthiopiens et somaliens. Résultat, la mer se vide. Sauf que les villages côtiers vivent de cette pêche. Sur leurs petites barques, les pêcheurs locaux doivent prendre de plus en plus de risques pour ramener du poisson à leur famille. Ils doivent aller de plus en plus loin en mer, et parfois, ils reviennent pas. C'est la misère absolue. Et face à la misère, certains décident de prendre les armes. Ils unissent leurs forces, et c'est comme ça qu'apparaissent les premières bandes de piraterie locales. Voilà comment naît le OBO Hararder Piracy Network, l'organisation qui nous intéresse dans cette histoire. Et l'homme qui vient de proposer ce plan diabolique, c'est Mohamed Abdi Hassan. Petit spoil, il deviendra l'un des pirates les plus influents de son ère. Pour l'anecdote, Kadhafi lui-même l'invitera au 40e anniversaire de son règne en Libye et le proclamera héros national. C'est clairement le Kaido de notre époque. Son plan est simple. Le navire passe près des côtes le 25 septembre. À son bord, 33 chars d'assaut T-72 de conception soviétique, 150 lance-roquettes RPG-7, des batteries anti-aériennes, des lance-roquettes multiples et environ 14 000 munitions. Avec 50 pirates somaliens, Hassan part à l'abordage. L'équipage est alors pris en otage et Hassan réclame 35 millions de dollars contre leur libération. Une telle demande de rançon, jamais vue. Et il se contente pas de menacer d'exécuter les otages, mais tout simplement de faire exploser le navire, lui, ses hommes et la cargaison compris. Ouais, le mec est déterminé. Mais les captifs ne se laissent pas faire. Résultat, dès le 28 septembre, le capitaine russe du navire, Faina, meurt dans des circonstances obscures. Dès le 3e jour, on sait déjà qu'on part sur des bases pas ouf. À partir de là, les services secrets russes décident de s'en mêler, les Américains aussi. En plus, le navire doit aller au Kenya. Mais en fait, en lisant les papiers à bord, les pirates découvrent qu'ils se dirigeaient vers le Soudan. Mais le Kenya rejette cette info. Bref, il se trame un truc louche. Peut-être même sur le plan géopolitique. On n'est clairement pas sur une banale attaque de pirates. On est maintenant en décembre. 3 mois de captivité se sont écoulés et les pirates continuent de tenir tête aux grandes puissances. Mais ils perdent du terrain sur le plan des négociations. Un accord d'une rançon de 1,7 million de dollars est sur le point d'aboutir. Mais la situation se tend de plus en plus. Bah ouais, faut mettre d'accord 50 mecs armés qui galèrent sur un bateau depuis 3 mois avec les Américains et les Russes sur leur côte. Et comme on est loin des 35 millions de dollars espérés, les pirates refusent cette offre. Alors sur le Faina, en pleine mer, des affrontements éclatent entre les pirates. Finalement, les négociations échouent. La captivité va durer. À leur place, vous feriez quoi? Ils sont sur leur bateau en mer. Face à eux, il y a Interpol, l'OTAN, la Russie. Est-ce qu'il faudrait pas juste prendre les 1 700 000 dollars et s'enfuir loin? Bah c'est pas ce qu'ils font. Et il y en a qui vont le regretter. Parce qu'après ça, les pirates font un move bizarre. Ils se disent qu'en plus de la rançon, pourquoi pas garder la cargaison? Ils essayent donc tout simplement de décharger les tanks et les armes sur les côtes somaliennes. La situation va dégénérer. Un destroyer américain est spécialement dépêché pour les prendre en chasse. Pour empêcher le déchargement, un course-poursuite s'engage le long des côtes somaliennes. En plus du lance-missile Howard, 4 autres navires de guerre américains viennent sur place. En plus des hélicoptères, la Russie dépêche elle sa frégate lance-missile Neutrachimie. Il y a également 2 navires de la marine malaisienne et 2 navires de guerre français, la frégate Courbet et l'avisé au commandant Biro. Face à cette flotte de guerre internationale, chaque tentative des pirates pour décharger le matériel échoue. Et là sur le bateau, faut imaginer l'ambiance entre les pirates. Il y en a qui veulent continuer d'essayer, et il y en a qui veulent juste rentrer chez eux, ça fait des mois qu'ils sont en mer. Donc ils ont déjà refusé 1 700 000 dollars. La tension monte encore d'un cran parmi les pirates. Un nouvel affrontement fait 3 morts. Jusqu'à la tentative de trop, le navire s'arrête une nouvelle fois pour tenter de décharger le matériel. Résultat, les Américains capturent 2 pirates au sol. C'est la dernière fois qu'ils essayent. Avec tout ça, les pirates sont fébriles. Et ça, les otages le ressentent. Résultat, ils tentent une révolte contre 50 mecs armés. Évidemment, c'est un échec. Hassan s'énerve. Il leur promet des représailles sanglantes s'ils recommencent. Et on sait qu'avec lui, il faut pas rigoler. Bref, là, ça part dans tous les sens. En même temps, ça fait des mois qu'ils sont en mer tout seuls à prendre des décisions capitales pour leur existence. Franchement, au bout d'un moment, tu pètes un câble, c'est sûr. Même les otages, ils en peuvent plus. Tu tentes pas une révolte contre une cinquantaine de mecs armés. Bref, là, pour tout le monde, faut accélérer les négociations et mettre un terme à la prise d'otages. On arrive donc au dénouement de cette histoire. On est le 5 février 2009. 5 mois se sont écoulés depuis l'abordage du Faina par les pirates d'Hassan.
une nouvelle session de négociation arrive à son terme. Alors on n'est pas sur les 35 millions de dollars initialement prévus, mais quand même 2 fois plus qu'en décembre. 3,2 millions de dollars sont promis aux pirates. Les pirates acceptent et l'argent est parachuté sur le navire. Les membres de l'équipage survivant sont enfin libérés et les pirates peuvent s'enfuir par bateau. Est-ce que c'est la fin de cette histoire? Pas tout à fait. Un point reste à éclaircir. Où allait cette cargaison d'armes? C'est hyper important parce que le Soudan du Sud, en guerre avec le Nord, a conclu un accord pour réguler l'importation des armements. Donc si le Kenya a effectivement joué le rôle d'intermédiaire et a commandé ses armes pour ensuite les livrer au Soudan du Sud, c'est une violation du droit international. Ça, c'est ce que pensent les Américains. Mais le Kenya, soutenu par la Russie et par l'Ukraine qui a vendu ses armes, continuera toujours de nier son implication dans le conflit soudanais. Et on ne connaîtra jamais la destination finale de ces chars d'assaut. Et Hassan dans cette histoire? Vous vous demandez peut-être ce qu'il est devenu. Et bah aujourd'hui il est derrière les barreaux. En 2013, en Belgique, il a été capturé par les Belges. Et ouais, l'âge d'or de la piraterie aujourd'hui, c'est plus en mer d'Aden, mais dans le golfe de Guinée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et à la prochaine.